Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Premier opposant au régime de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup arctique, où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, pour revenir aussi sur le parcours de l'opposant numéro 1 au régime de Vladimir Poutine, je reçois ce matin Clémentine Fauconnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire SAGE. Et à vos côtés, Anna Colin-Lebedev, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Merci à toutes les deux d'être au micro de France Culture ce matin. C'est la dernière image qu'on a de lui. En août dernier, Alexeï Navalny rejoint ses avocats pour une audience dans une salle de la prison où il est incarcéré. Il y a 3 semaines, une autre audience était prévue, cette fois en visioconférence, mais ses avocats ne le voient pas apparaître sur les écrans. Les autorités pénitentiaires arguent d'une panne technique, mais le lendemain, elles affirment qu'il ne figure plus sur les registres de la prison et refusent de dire où l'opposant russe se trouve. Depuis 19 jours, aucune nouvelle. Nous ne savons absolument pas où il peut être, ni ce qui lui est arrivé. Nous sommes très inquiets. Il a disparu quand Poutine a annoncé sa candidature à la présidentielle et quand nous lancions notre campagne anti-Poutine. C'est évident. Le Kremlin a donné l'ordre de l'isoler. La voix de Kira Yarmych, l'une des porte-paroles d'Alexeï Navalny. Clémentine Fauconnier, est-ce que le Kremlin a également donné l'ordre de laisser Alexeï Navalny mourir à petit feu? On ne pourra pas réellement le savoir quels ordres ont été donnés. Je pense qu'il faudra attendre que le régime de Poutine s'effondre et qu'on ait en plus des traces, si cet ordre y a eu. Ce qui est évident, c'est qu'il est une victime du régime de Poutine et que de toute façon, les choix qui ont été faits ne pouvaient conduire que tôt ou tard à sa mort en prison. Ça, je pense qu'on s'y attendait malheureusement tous. La question était de savoir quand ça allait se passer. Ce qui est extrêmement troublant, et vous avez commencé à le dire dans votre reportage, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en décembre, au moment où la campagne présidentielle commençait à se mettre en place, il disparaît pendant quelques semaines. À ce moment-là, déjà, certains d'entre nous, ou certaines ont commencé à se dire, si ça se trouve, il est décédé et on ne le sait pas et sa mort est cachée. Et là, c'est vrai que c'est peut-être une coïncidence, mais le timing est très troublant puisque la campagne officielle présidentielle commence ce matin en Russie et il est décédé la veille. Anna Colin-Lebedev, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui des conditions réelles de son décès? Est-ce qu'on sait quand même un petit peu ce qui s'est passé? On ne le sait pas et on n'aura pas forcément les moyens de le savoir. Alors à chaque fois qu'un prisonnier décède, il y a une commission d'enquête qui est dépêchée. C'est la procédure ordinaire. D'ores et déjà, les informations qui filtrent et qui donnent un diagnostic de caillots sanguins, etc., semblent être le diagnostic standard qui est donné par les autorités pénitentiaires quand elles ne veulent absolument pas investiguer ce qui va se passer. Donc, enquête officielle, il y aura. Je ne pense pas que les résultats nous apprendront quoi que ce soit sur le décès d'Alexeï Navalny. Je ne suis pas certaine non plus que des ONG ou des investigateurs indépendants soient autorisés dans ce cas d'espèce. Je suis même certaine du contraire. Donc effectivement, c'est au moment où on aura des témoignages de témoins directs de ce qui s'est passé et probablement pas tout de suite qu'on saura véritablement. La première question quand on se pose, quand on réfléchit à ce décès, à la disparition d'Alexeï Navalny, c'est quel danger représentait-il encore pour le régime de Vladimir Poutine, Clémentine Fauconnier? Il incarnait une sorte de conscience ou de mauvaise conscience, je pense, pour une grande partie de la population. Euh, J'ai pu discuter avec des amis qui sont des citoyens russes qui habitent à Paris et qui se sentaient et qui, étonnamment peut-être, m'ont dit qu'ils avaient honte et qu'ils se sentaient très culpabilisés. Parce qu'ils disaient, voilà, Alexeï Navalny il s'est sacrifié. Une fois de plus, tout le monde savait comment ça allait se terminer tôt ou tard. Et ils nous appelaient tous à faire des actions, même très petites, pour continuer à lutter contre le régime de Vladimir Poutine. Et nous n'avons pas fait suffisamment. Et donc, je pense que même du fin fond de sa prison, il continuait à incarner une sorte d'espoir, un appel à, par tous les moyens, continuer à résister, à inventer des choses. Et donc, on reviendra sur sa biographie, j'imagine, plus longuement. Mhm. Mais c'est-à-dire toutes les étapes de sa carrière politique.
il a toujours réussi à montrer que le système de Poutine, qui semble tellement homogène, tellement solide, tellement répressif, et qu'il est d'ailleurs, il est toujours possible de l'ébranler et de le faire un petit peu trembler sur ses bases. Et donc c'est pour ça que tant qu'il était vivant, il continuait à incarner, je pense, une menace absolument insupportable pour Vladimir Poutine. Et je pense que même maintenant qu'il est décédé, il va continuer à incarner quelque chose qui va continuer à être très dangereux. Au-delà de l'incarnation, Anna Colin-Lebedev, il était le premier opposant au régime de Vladimir Poutine, même du fin fond de sa prison? Alors, je pense que déjà en amont, il avait cette particularité que n'avaient pas les autres opposants au régime, celle d'utiliser massivement la politique institutionnelle, en fait, et de croire dans une manière de faire de la politique à l'intérieur du pays à laquelle pas grand monde ne croyait. C'est-à-dire que Navalny était parmi ceux qui sillonnaient le pays pour de nombreuses réunions publiques, parmi ceux qui se présentaient à des élections, même lorsqu'on savait que les élections étaient manipulées, mais en essayant de dynamiter le système de l'intérieur et d'utiliser toutes les failles possibles, mais aussi qui innovait dans la communication directe avec le peuple. Alors, c'est vrai qu'une fois en prison, il ne lui restait pas énormément d'outils, bien évidemment, et c'est en raison d'une condamnation judiciaire, d'ailleurs, qu'il a été empêché de se présenter, pas à ces élections présidentielles-ci, mais aux précédentes. Mais en tout cas, cette volonté de communication directe avec un public beaucoup plus large que le cercle des opposants est quelque chose qui, effectivement, distinguait Alexei Navalny. Alors revenons justement sur sa trajectoire depuis le début des années 2000. Il se fait connaître, Alexei Navalny, notamment dans son combat, un combat en particulier, celui de la lutte contre la corruption, Clémentine Fauconnier. C'est ça, c'est un de ses très nombreux talents, c'est d'avoir su renouveler à la fois les codes et les thèmes de l'opposition russe en mettant en avant donc un sujet qui peut préoccuper, qui préoccupe n'importe quel citoyen, et d'avoir su en parler de façon extrêmement pédagogique en utilisant Internet à une époque où le Kremlin n'avait pas du tout compris, à l'époque où le Kremlin contrôlait déjà en grande partie les médias, notamment la télévision, et aussi une grande partie, pas tout, mais une grande partie de la presse écrite, mais qui n'avait pas encore réalisé qu'il se passait des choses sur Internet. Et donc il s'est fait connaître par des vidéos à la fois extrêmement pédagogiques, mais aussi très plaisantes à regarder parce qu'il avait beaucoup d'humour, il avait un style très incisif, très mordant, le sens de la formule. Et en politisant le thème de la corruption, il a commencé à se faire connaître, à avoir une légitimité et à réunir autour de lui des sympathisants qui peut-être se seraient au départ, en tout cas je parle des sympathisants, pas forcément des gens qui voulaient s'engager en politique, mais des gens qui étaient intéressés, qui ne se seraient pas autrement intéressés à la politique, ou qui n'auraient peut-être pas pensé qu'il était possible, comme l'a dit Anna Lebedev, par les institutions, par le vote, de s'opposer à tout ce qui pouvait les gêner ou les opprimer dans la vie quotidienne. Donc ça a été un de ses premiers talents, et ça a été un des fils rouges de toute sa carrière jusqu'à la fin, puisque il a fait, encore il y a quelques années, des vidéos qui ont été vues des millions de fois, des centaines de millions de fois, pour dénoncer la corruption de façon extrêmement documentée de Vladimir Poutine, de Dmitri Medvedev et d'une très grande partie de l'élite russe. Comment est-ce qu'il se saisit justement de cette thématique de la corruption, Anna Lebedev? Alors peut-être avant de vous répondre, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu avant les années 2000 et avant les années où il se lance dans cette lutte contre la corruption, parce que c'est effectivement le plus souvent là qu'il démarre. Mais à mon avis, l'une des clés de compréhension du personnage, elle est davantage dans les années 1990. Navalny est un enfant, à la différence de Poutine qui est un enfant de l'époque soviétique, Navalny est un enfant de l'époque post-soviétique. Il est adolescent lorsque l'Union soviétique s'effondre. Il fait des études qui sont des études de droit qui nous amènent à le qualifier de juriste ou d'avocat. Effectivement, il a été avocat, mais ce n'était pas son activité professionnelle centrale pendant toutes ces années 90. Navalny était un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui a lancé des entreprises qui ont fait faillite, certaines ont été liquidées, d'autres ont continué à vivoter. Enfin, il y a eu, quand on regarde sa biographie sur les années 90, en fait, il y a cette espèce de foisonnement d'activités dans le monde des affaires qui est complètement caractéristique de la Russie de l'époque, où on navigue dans des eaux très troubles, on bidouille, on s'arrange, on rencontre la corruption d'ailleurs en direct. Et je pense que ça lui a donné une connaissance de la société, une espèce de manière de saisir la société très particulière, où tous les enjeux des années 90 problématiques qui émergent à ce moment-là, et la corruption en fait partie, sont extrêmement saillants. Et c'est en tant qu'entrepreneur, en réalité, qu'il se lance en politique et qu'il mène comme un projet dans les affaires. Il avait déjà, c'est-à-dire dans les années 90, une forme de poste avancé sur la corruption? Alors, en réalité, il était juste opérateur, et on se doute bien que comme toutes les personnes qui ont fait des affaires en Russie
dans les années 90, la corruption, il l'a pratiquée, il l'a subie à différentes étapes. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il commence d'ailleurs à faire partie de mouvements politiques, qu'il adhère à des partis, d'abord à un parti politique démocratique où il passera quelques années. C'est-à-dire qu'il transforme aussi, je pense, son expérience en un projet. Et la corruption lui paraît effectivement un thème qui peut parler à un grand nombre de Russes, à la différence de discours qui sont comme ceux des partis, mais Clémentine en parlera mieux que moi, des partis porteurs du projet démocratique classique, tel qu'on le décode très bien ici. Le thème de la corruption lui paraissait parler mieux aux Russes que juste une référence à la démocratie. Alors la corruption, c'est le point de départ, si je puis dire, le combat central. Le tournant, c'est 2011-2012, au moment où des élections législatives ont lieu, au moment également où Vladimir Poutine revient au pouvoir après la parenthèse Medvedev. C'est ça, tout à fait. Donc c'est une période, c'est un tournant qui a été fondamental, je pense, dans l'histoire récente de la Russie. Et c'est le moment donc où Navalny explose, je dirais, sur la scène publique. Il était déjà en partie connu, mais ses vidéos étaient déjà connues. Le début, c'est une formule qui a fait Florès. Il traite Russie Unie, donc le parti de Poutine, qui a à peu près 70% des mandats à tous les niveaux du pouvoir, c'était déjà le cas à l'époque, de parti des escrocs et des voleurs. Et cette expression va faire vraiment un espèce de buzz, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui avait déjà très bien compris comment utiliser Internet et comment ça fonctionnait. Et l'expression va avoir un succès absolument incroyable. C'est-à-dire que à l'époque, je vivais à Moscou et on la voyait écrite des graffitis dans la rue, les gens en parlaient, les représentants de Russie Unie eux-mêmes avaient compris qu'il y avait un stigmate désormais qui leur était associé, avec lequel ils devaient se débattre, ce qui était complètement nouveau, exceptionnel en fait. Comment vous expliquez qu'elle fonctionne si bien cette formule? Parce qu'elle résonne avec la réalité, ou parce qu'au fond personne ne l'avait jamais prononcée telle qu'elle? Alors, il y avait quand même, c'est moins le cas aujourd'hui, même si ça continue, il y avait quand même dans la Russie des années 2000, début des années 2010, une réelle liberté d'expression. Elle était contrainte, mais moi j'ai toujours entendu des discours très critiques sur Poutine et sur le régime, même parfois de représentants de Russie Unie eux-mêmes. Ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, mais ça existait. Donc je pense que c'est plutôt un très grand sens de la formule et de la communication, de la bonne phrase au bon moment, et qui, à mon avis, incarnait tout à fait ce que beaucoup de gens pensaient. Russie Unie, c'est un parti qui est extrêmement antipathique, y compris aux yeux parfois de ses propres représentants. C'est un des grands paradoxes de la Russie de Poutine. Et donc il a très bien su, donc ça c'était une première étape qui a été très très efficace. Il a même après organisé un concours d'affiches pour incarner donc cette expression, et l'affiche gagnante, c'était un ours blanc, donc symbole du parti Russie Unie, un petit ours blanc masqué qui s'enfuyait de Russie en tenant un sac supposément plein d'argent. Donc ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, de façon, pour sortir strictement de la communication, il a mis en place une stratégie qu'après coup, il a appelée le vote intelligent, et qui a appelé en fait à mettre le système face à ses propres failles, face à ses propres paradoxes. Le problème du système, un des très grands problèmes du système politique russe, c'est qu'une partie de l'opposition est une opposition en fait loyale au Kremlin. Donc une opposition dans laquelle les citoyens, de façon assez juste, ne croient pas réellement. Et Alexei Navalny a dit à l'opposition la plus radicale, cessez de vous abstenir, ça ne sert à rien. Comme l'a dit Anna Kolarnebedev tout à l'heure, jouez le jeu de la politique institutionnelle, mettez le système face à ses propres contradictions, et aux élections, allez voter. Allez voter pour n'importe quel parti, pourvu que ce ne soit ni celui de Vladimir Poutine, voilà, pourvu que ce ne soit pas celui de Vladimir Poutine et que ce ne soit pas Russie Unie. Tant pis si vous faites gagner les communistes ou le parti d'extrême droite, vous ne les ferez pas gagner, mais c'est-à-dire que vous allez faire exploser la pression sur le système. Et Voilà. au-delà, le vote intelligent, c'est cette idée simple, il faut voter pour le candidat qui a le plus de chances de battre le pouvoir, de battre Vladimir Poutine. Et en Voilà. l'occurrence, quelle est la pensée d'Alexei Navalny? On connaît son combat contre la corruption, on connaît désormais sa volonté de lutter contre Vladimir Poutine, mais quelle est sa pensée nationaliste de fond, Anna Lebedev? Alors, sa pensée nationaliste de fond, elle est un petit peu compliquée. Ses contours sont un peu compliqués à délimiter dans la mesure où il y a eu vraiment une évolution du personnage au fur et à mesure des années. Quand on parle de ces années 2011-2012, eh bien, il a effectivement un impact auprès du public, mais auprès des milieux d'opposition, il est loin de faire l'unanimité. Et il est critiqué notamment pour un certain nombre d'affiliations passées. On a évoqué son adhésion au parti pro-démocrate Yabloko pendant quelques années. Il en a été exclu
en raison d'une accusation de nationalisme. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, et bien dans les années 2000-2010, il est proche de mouvements nationalistes assez radicaux, dont on retrouve d'ailleurs un certain nombre de membres aujourd'hui dans les soutiens à Vladimir Poutine. Il participe à ce qu'on appelle les marches russes, qui sont des marches nationalistes. Il a des déclarations assez hostiles à l'égard de migrants. Donc, c'est vrai qu'en termes de plateforme politique, il ne partait pas exactement sur une base consensuelle, ou en tout cas sur une base qui nous paraîtrait d'emblée sympathique. En réalité, ce projet, si on peut résumer son projet politique qui petit à petit semble s'être débarrassé aussi de ce vernis nationaliste. Alors est-ce que c'était un changement profond de sa perception du pays? Est-ce que c'était instrumental parce que il considérait que ce n'était pas la priorité? On ne le sait pas, mais je dirais que sa plateforme minimale, au-delà de la lutte de la corruption, c'était l'idée de restaurer un état de droit. Hein, l'idée que, en fait, l'application de la législation et des règles était un préalable à tout changement politique, et que ça allait restaurer la justice sociale. Quels étaient les contours de cette justice sociale? C'est très compliqué de le dire. Et bien évidemment, à partir de 2014, il y a aussi son discours sur l'Ukraine qui lui est reproché encore aujourd'hui par les Ukrainiens, qui ajoute de l'ambiguïté. Parce qu'il était, il faut le rappeler, favorable à l'annexion de la Crimée par la Russie. Clémentine Fauconnier, un mot sur son projet politique, ce nationalisme, qui nous paraît parfois effrayant. Je rappelle qu'il a certaines formules qu'il n'a jamais reniées. Alexeï Navalny, il traitait les immigrés de cafards. Il s'est excusé quand même de celle-là. Est-ce qu'il faut le relire à l'aune de la politique russe interne? Oui, c'est-à-dire que ce qui était très particulier, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, Anna Lebedev, c'est-à-dire que c'est à la fois le personnage avait quand même beaucoup évolué. On peut quand même supposer que ça correspondait à la fois sans doute, à des convictions personnelles, en tout cas pendant un moment, et puis aussi à une prise en compte très pragmatique du paysage de l'opposition à Vladimir Poutine. L'opposition à Vladimir Poutine, elle n'est pas seulement libérale-démocrate, vous avez aussi une opposition, donc celle qui participe aux fameuses marches russes qui ont été évoquées, à l'instant, une opposition beaucoup plus nationaliste, qui relève de ce qu'on appelle un nationalisme ethnique, c'est-à-dire en faveur des Russes ethniques, la Russie étant un pays par ailleurs multinational, et qui est susceptible aussi de mobiliser. À mon sens, il y avait aussi sans doute, en plus de convictions possibles à une époque, le calcul que ce nationalisme ethnique était capable de mobiliser toute une frange de l'opposition à Poutine, et que ça pouvait finalement mathématiquement permettre de réunir, de mobiliser une partie plus importante de la population contre le pouvoir. Maintenant, c'est vrai que au fil des années, ce discours avait disparu, et aussi comment dire, il s'était beaucoup reconcentré en effet sur la question de l'état de droit, de la défense des libertés, de la régularité des élections, mais il continuait à avoir un style qui pouvait trancher avec l'opposition classique libérale-démocrate. Il continuait à avoir un style, je dirais, extrêmement viril, parfois colérique, qui a pu lui être reproché, et qui continuait parfois à pouvoir donner éventuellement à son personnage quelque chose qui pouvait sembler moins doux, moins polissé que l'opposition classique type Yabloko, dont il avait été exclu justement en 2007. Anna Lebedev, comment est-ce que le pouvoir fait face à la montée en puissance politique d'Alexeï Navalny dans les années 2010? Notamment, comment le pouvoir parvient-il à invisibiliser en partie son travail? Alors, c'est vrai que Navalny va conjuguer deux méthodes pour être présent dans la vie politique russe. À la fois la méthode institutionnelle, on se présente aux élections, et là, à différents niveaux d'élections, par exemple les élections à la mairie de Moscou, qui sont celles où il a montré le résultat le plus impressionnant en 2013. Mais je dirais que c'est à ce niveau-là que le pouvoir peut intervenir le plus efficacement pour l'invisibiliser, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des stratégies administratives, et en utilisant les outils légaux qui permettent de ne pas enregistrer sa candidature ou à l'empêcher de faire campagne. Donc, je dirais que ça a rendu la carrière politique de Navalny compliquée. Ce qui faisait aussi partie de cette stratégie d'invisibilisation, c'était de ne pas le mentionner dans les médias d'État. Hein. La campagne conduite par Navalny aux différentes élections, a été totalement invisible sur les chaînes de télévision russes, où l'essentiel de la population s'informait. En revanche, son autre stratégie, qui
qu'évoquait Clémentine Fauconnier, qui était d'agir sur les réseaux sociaux, d'être présent notamment d'abord sur Live Journal, qui était une plateforme de blog extrêmement populaire en Russie, puis ensuite sur YouTube, au moment où YouTube a commencé à monter, puis sur les réseaux sociaux en communiquant de différentes manières. Eh bien, je dirais que là, le pouvoir politique avait beaucoup moins prise, et il continue en fait à avoir beaucoup moins prise sur ce type de prise de position politique. Et c'est ça qui a permis à Navalny, en dépit d'une invisibilisation auprès d'une grande partie de la population, eh bien, d'avoir un auditoire qui néanmoins grossissait en faveur notamment des jeunes qui le rejoignaient assez massivement. Clémentine Fauconnier, c'est cela peut-être la caractéristique du succès d'Alexeï Navalny, c'est d'avoir employé des stratégies de contournement malgré les directives du pouvoir? C'est ça, des stratégies de contournement qui sont extrêmement ingénieuses, donc qui ont été évoquées. C'était l'usage massif d'Internet, le fait de mettre en avant des sujets mobilisateurs, de mettre le système politique face à ses contradictions avec le vote intelligent, mais aussi en proposant quelque chose de constructif en étant lui-même candidat. Et aussi, c'est-à-dire que Navalny, on a une vision extrêmement personnalisée à juste titre, mais c'est aussi quelqu'un qui a su fédérer énormément de soutien, qui a su former de fait ou entraîner dans son sillon une nouvelle génération. Et ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de candidats qui se présentaient dans les années 2010, qui étaient en fait dans sa mouvance. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un d'isolé qui aurait été dans une stratégie strictement personnalisée. Il y avait aussi énormément de gens qui se présentaient à des élections municipales à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi dans toute la Russie. Voilà. Et c'était aussi ce qui était intéressant dans sa campagne à Moscou. La campagne à Moscou, c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a eu en 2013 27% des voix au premier tour. C'est quasiment impensable, en fait, sachant ce qu'est le système politique russe, qu'un candidat tel que lui ait un tel score. Donc c'était un signal aussi que si on l'avait laissé faire campagne, peut-être il aurait été susceptible de faire un petit peu bouger les lignes. On va poursuivre cette discussion au sujet d'Alexeï Navalny, au sujet de sa mort à 8h20 avec vous deux, Clémentine Fauconnier et Anna Colin-Lebedev. On vous retrouve dans une bonne demi-heure. France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Premier opposant au régime de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans la solitude kafkaïenne, dans la nuit et le froid glacial de la colonie pénitentiaire IK3, ancien goulag surnommé loup arctique, où il avait été transféré en décembre dernier. Alors pour tenter de comprendre les implications de cet événement russe et mondial, l'émotion qu'il suscite, je reçois ce matin Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférences à l'université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire SAGE, et Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre. Et l'on poursuit de remonter le parcours d'Alexeï Navalny. Et ce qui frappe particulièrement dans ce parcours, justement, c'est peut-être son retour en Russie après sa tentative d'assassinat, la tentative d'empoisonnement dont il avait été l'objet en 2020. Il décide, Alexeï Navalny, de rentrer en Russie en janvier 2021. Pourquoi, Clémentine Fauconnier ? Alors c'est un moment en effet fondamental où il a acquis une autre dimension à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu, comme d'autres l'ont fait avant lui, rester en Allemagne où il a été soigné. Bon, déjà c'est un miraculé, cet empoisonnement aurait dû normalement le tuer. Il a survécu à cette tentative. Il aurait pu rester en Allemagne et continuer depuis l'Allemagne à faire des vidéos, à enquêter, à appeler les Russes à se mobiliser, mais sachant ce qu'il était, sachant ce qu'il incarnait, sachant le courage qu'il a toujours voulu mettre en avant et auquel il a toujours voulu inciter chez les Russes, il était complètement logique pour lui, je dirais inévitable, de retourner en Russie et de retourner dans la gueule du loup. C'est bien ce qui se passait. Je pense qu'il y avait très peu de doutes sur ce qui allait lui arriver en rentrant en Russie. Et c'est bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à peine arrivé, il avait à peine mis un pied sur le sol russe, qu'il était déjà arrêté et emprisonné. À ce moment-là, je pense qu'il a gagné un supplément à la fois de crédibilité. Et c'est le moment où je dirais une sorte de figure de... le mot est peut-être un peu fort, ou peut-être pas, chacun jugera, de martyr. C'est-à-dire vraiment de montrer qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et à sacrifier jusqu'à sa vie, et c'est bien ce qui s'est passé, pour montrer qu'il était possible de se battre contre un système répressif, injuste et violent. Anna Lebedev, comment vous-même vous analysez ce retour ? Est-ce que c'est la volonté que vous exprimiez un peu plus tôt de jouer le jeu institutionnel au fond ? Il n'y a pas d'opposition, de résistance en dehors de ce système à l'étranger ?
Je pense qu'effectivement, Alexei Navalny avait très conscience du fait que, en restant à l'étranger, il devenait encore moins visible aux Russes ordinaires. Et plus, je dirais, la répression s'est accrue en Russie, et on le voit encore davantage depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022, plus il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui décident de poursuivre leur opposition au pouvoir en se mettant à l'abri à l'extérieur de la Russie, et ceux qui subissent l'oppression de l'intérieur et qui disent aux premiers, eh bien, vous de loin, dans la sécurité et la chaleur de vos appartements londoniens ou berlinois, vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que nous vivons. Hein. Donc je pense que son existence politique tenait à sa présence en Russie, et entre son existence physique, personnelle et sa vie de famille par exemple, et sa carrière politique, il a choisi en fait d'avoir une existence politique. N'oublions pas que Alexei Navalny avait été, au moment où il remet les pieds en Russie en 2021, il est sous le coup d'une condamnation judiciaire déjà, hein, dans une affaire où il avait été condamné à une peine avec sursis. Hein. Et en fait, le motif qui sera utilisé par le pouvoir russe pour l'interpeller à l'aéroport, c'est qu'il ne s'est pas rendu aux convocations auxquelles il aurait dû se rendre auprès des forces de l'ordre dans le cadre de sa condamnation. Et pour cause, il était dans le coma à Berlin, donc il était effectivement en difficulté de se Ça aurait été rendre. compliqué de s'y rendre. Ça aurait été compliqué d'aller à Moscou faire cocher une case à la police. Et ensuite, en fait, un enchaînement d'événements fera que, un enchaînement de condamnations en réalité se succédera. D'abord des condamnations qui étaient typiques de la Russie, je dirais, d'avant 2022, pour des affaires essentiellement de machination financière, de détournement d'argent, de corruption, qui est une manière que trouvait le pouvoir en fait de mettre les opposants derrière les barreaux. Et puis ensuite, très explicitement, une condamnation politique à une peine beaucoup plus longue de 19 ans de prison. Clémentine Fauconnier, on connaît par construction l'aura d'Alexei Navalny en France, en Europe plus largement. Quelle est-elle en Russie en réalité? Quelle est son assise sociale et peut-être une assise électorale si jamais il y avait pu en avoir une? Alors ça, c'est très difficile à évaluer parce que le système politique russe est fait de telle façon qu'il a été, comme l'a dit Anna Lebedev tout à l'heure, invisibilisé au maximum. Et malgré toutes ces stratégies d'invisibilisation, on voyait bien malgré tout qu'il arrivait à continuer à avoir justement une certaine aura. Ça s'est vu parce qu'il y a quand même le pouvoir politique russe a tout de suite dit hier que que toute manifestation serait interdite et qu'il était hors de question que les citoyens sortent pour célébrer la mémoire d'Alexei Navalny. On le voit, je dirais, on peut voir son aura au risque qu'il semble incarner vis-à-vis du Kremlin, c'est-à-dire à la façon dont la plupart de ses partisans et des gens qu'il a formés ont été poursuivis systématiquement ces dernières années, jusqu'à récemment une conseillère municipale qui a été aussi activement condamné pour avoir participé dans le cadre des fondations qu'il avait créées. Voilà. Mais sinon, c'est extrêmement difficile à mesurer. Si vous regardez les enquêtes du Centre Levada, qui est le centre d'enquête de l'opinion publique le plus sérieux, et qu'on regarde le poids électoral qui était associé à Navalny à l'époque où il était encore dans le jeu, où il n'était pas encore emprisonné, on était à 2% maximum. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Tout simplement parce qu'il n'avait pas encore accès aux grands médias. Si le pouvoir avait fait le pari de lui laisser réellement mener campagne, ça aurait pu être complètement différent. L'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie, sans exagération, n'est ni une maison de campagne, ni une datcha, ni une résidence, c'est une ville entière, ou plutôt un royaume. Elle a des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre contrôle d'accès, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste de contrôle frontalier. Il s'agit d'un véritable État distinct au sein de la Russie. Et dans cet État, il y a un roi unique et irremplaçable, Poutine. Quelques objets spéciaux, pas si chers, nous montrent parfaitement le monde dans lequel vit Poutine. Voici une brosse de toilette italienne qui vaut 700 € ou 62 000 roubles. Bien entendu, les citoyens russes se sont révoltés du fait que la brosse à toilette soit plus chère que le revenu mensuel de 90% des citoyens russes. C'est la première fois où le nom de Navalny est prononcé 10 fois par jour sur des chaînes que l'on n'avait jamais autorisé à le faire et qui ne l'ont jamais fait. Il est le cœur du débat en permanence. Un extrait de l'enquête avec laquelle Alexei Navalny revient d'Allemagne en janvier 2021, une enquête qui concerne le palais de Poutine au bord de la mer Noire. Anna Lebedev, qu'est-ce que cette vidéo, cet extrait dit du style d'Alexei Navalny ?
Alors, elle est effectivement assez typique du style Navalny où il va coller en réalité à une génération très jeune hein, qui cherche à parler de la politique autrement et à avoir ces métaphores frappantes comme effectivement la brosse de WC, la brosse de WC du palais de Poutine. Vous aviez par exemple en Ukraine des vidéos similaires qui avaient circulé mais d'un style un petit peu différent, décrivant aussi le palais et la résidence du président déchu Viktor Yanukovych. C'est quelque chose qui va beaucoup parler aux citoyens ordinaires parce que c'est imagé, ça s'accompagne de vidéos qui sont très astucieusement montées avec pas mal d'effets visuels, avec des zooms sur certaines choses. Et puis, il va développer ce style qui aussi marche beaucoup auprès de la population urbaine et éduquée, c'est de montrer comment il arrive en fait à obtenir ces informations. C'est-à-dire que Navalny ne se contente pas de clamer que le pouvoir est corrompu et que le palais a coûté tant d'argent. En fait, il va remonter la filière et puis nous montrer comment en réalité souvent par des dynamiques de négligence, de bêtises, de manière très superficielle de cacher l'enrichissement, eh bien le pouvoir non seulement s'enrichit, mais se rend aussi vulnérable à la critique. Clémentine Fauconnier, vous avez évoqué un peu plus tôt dans notre discussion la chronologie particulière de la mort d'Alexeï Navalny. Elle intervient au moment où la campagne présidentielle débute. Les élections auront lieu le 17 mars prochain en Russie. Est-ce que cette mort peut être un sujet de la campagne présidentielle ? Tout va être fait pour éviter au maximum que cette mort soit un sujet de la campagne présidentielle, tout comme tout sujet qui fâche, à savoir la guerre en Ukraine. Là, les élections qui s'annoncent sont extrêmement verrouillées. Parmi les candidats, il ne reste plus que des candidats complètement adoubés pour le pouvoir. Il restait un tout petit peu de suspense avec la candidature de Boris Nadezhdin, qui s'était ouvertement prononcé contre la guerre. Et finalement, il y a eu un obstacle administratif, un des très nombreux outils que détiennent les dirigeants russes pour pouvoir choisir finalement qui pourra se présenter ou non, et qui font, l'ensemble des candidats ont été sanctionnés d'ailleurs, font l'objet de sanctions pour avoir soutenu l'invasion russe en Ukraine. Donc ça dit un petit peu l'état de verrouillage très important qui va avoir lieu. Les campagnes, classiquement, en tout cas moi je me souviens très bien de celle de 2018, ce sont des moments de mobilisation et paradoxalement de très grande dépolitisation. Voilà. Il y aura, en 2018, c'était même pas voter Poutine, c'était aller voter. C'était le seul discours qui était martelé. Navalny n'avait pas pu se présenter et à l'époque, il avait quand même réussi dans la mesure de ses moyens, à appeler... Alors là, en 2018, c'était un appel au boycott des élections, carrément, qu'il avait fait. Et le pouvoir, malgré lui, avait répondu en disant « allez voter ». Donc il y avait cette espèce de dialogue dans lequel le Kremlin était tombé, je dirais, pratiquement malgré lui. Mais sinon, tout ce qui était les discours officiels autorisés était complètement, quasiment inexistant. Et donc là, il faut quand même s'attendre à ce que, en tout cas, tous les discours officiels, tous les débats, s'ils ont lieu officiels, évidemment, n'évoqueront aucun sujet qui fâche, ni Navalny, ni la guerre. 4 candidats devraient se présenter le 17 mars prochain. Vladimir Poutine, évidemment. Léonid Slutsky du Parti libéral-démocrate, Nikolai Kharitonov du Parti communiste et Vladislav Davankov du Nouveau Peuple. Anna Lebedev, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour se présenter à une élection présidentielle russe ? En réalité, depuis un moment déjà, la sélection des candidats pour l'élection présidentielle est la première étape et le premier filtre qui ne sélectionne que ceux qui ne présentent pas de danger pour le pouvoir. Poutine ne peut bien évidemment pas être le seul nom sur le bulletin, sinon l'élection ne serait pas légitime. Et il y a quand même un enjeu de légitimité à la fois en interne et à l'international dans cette élection. Mais je dirais qu'il y a une sorte à la fois une volonté d'avoir des opposants qui soient contrôlables, mais aussi il y a une distribution de ressources qui se joue dans cette élection. C'est-à-dire que ces partis loyaux d'opposition qu'évoquait Clémentine Fauconnier, eh bien, ils négocient d'avoir tel ou tel score au final pour apparaître quand même comme existants sur la scène politique russe. C'est un peu la rétribution de leur loyauté. Donc, il faut que les candidats qui sont en liste n'aient pas 1% des voix, mais disons se partagent les 20% ou les 25% qu'il y aura probablement à l'issue de ce scrutin en faveur de candidats autres que Vladimir Poutine. L'opposition à Vladimir Poutine, aujourd'hui, elle se déploie principalement à l'étranger, à travers la diaspora ?
Le choix qui a été fait par le pouvoir russe, déjà en amont de 2022, mais de manière encore plus visible et frappante depuis 2022, est de pousser ses opposants à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que même en amont de la répression, le premier choix qui est fait, c'est de rendre la vie des personnes susceptibles de jouer une place active en politique, rendre leur vie impossible en leur signifiant bien qu'ils seraient bien plus en sécurité à l'extérieur du pays. Depuis février 2022, s'y est ajouté une émigration volontaire d'un grand nombre de Russes actifs et opposés au pouvoir qui ne souhaitaient pas en fait être complices de la guerre en restant à l'intérieur du pays. Et donc de fait, on a effectivement une deuxième Russie, une Russie alternative qui est quantitativement, je dirais, pas très importante, hein, même si on a du mal à estimer le poids quantitatif de cette diaspora, mais qui en termes qualitatifs représente effectivement tout ce que la Russie comptait d'intellectuels, d'activistes politiques, d'activistes des ONG, qui avaient l'habitude de prendre la parole et qui aujourd'hui prennent la parole à l'extérieur du pays. Clémentine Fauconnier, sur cette diaspora engagée, est-ce qu'elle représente un petit caillou dans la chaussure de Vladimir Poutine? Pour l'instant, de notre connaissance, extrêmement peu. Alors ce sont des gens qui votent, mais dont les votes sont tout à fait, comment dire? Gérables d'un point de vue administratif, comme tous les votes qui sont liés à la Russie et qui vont incarner et qui, en plus, je dirais, vont nourrir, la propagande du pouvoir, c'est-à-dire d'une opposition. Dans la Russie de Poutine, la grille de lecture, elle est toujours géopolitique, pour n'importe quel événement de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'une opposition ne peut être que forcément noyautée par l'étranger, par des ennemis, par les États-Unis et donc finalement le fait qu'une partie de l'opposition active, il y a toujours une opposition au sein du pays et des citoyens qui Et sont l'opposition contre le pouvoir. vendue à l'Occident? Voilà, c'est ça, et qui sont une sorte de cinquième colonne. Donc d'une certaine façon, à ce stade, c'est extrêmement difficile. On a bien vu, on rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Navalny avait décidé de rentrer en Russie. Pour l'instant, on n'a pas eu réellement d'exemple convaincant d'opposants politiques ou de grandes figures qui aient réussi à avoir un poids en dehors de Russie. On pense par exemple à Mikhail Khodorkovsky, donc cet oligarque qui lui aussi a été emprisonné mais qui en est sorti vivant, qui a été libéré, voilà, et qui tente dans la mesure de ses moyens d'avoir une voix et de peser, et pour l'instant finalement sans grand résultat. Écoutez, j'ai quelque chose de très clair à vous dire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. S'il décide de me tuer, cela signifie que nous sommes incroyablement forts. Nous devons utiliser ce pouvoir pour ne pas abandonner, nous rappeler que nous sommes une puissance énorme. Extrait d'un film où l'on entend la voix d'Alexeï Navalny, une vidéo là encore sans doute typique Anna Lebedev, puisque Alexeï Navalny tente de convertir un drame, son décès, en moment d'espoir. Effectivement, et je pense que c'est par ce type de déclaration qu'il a aussi gagné une stature de représentant de l'opposition à Poutine, notamment auprès des Russes politiquement actifs. Je dirais que pour l'opposition russe, notamment pour l'opposition qui est à l'étranger aujourd'hui, qui a dû se réfugier à l'étranger, Navalny représentait un leader pour l'avenir, hein. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait, ce n'était pas son poids dans l'élection à venir en 2024, qu'on savait complètement verrouillé, mais pour le jour de l'après-Poutine, si l'opposition arrivait à se représenter en fait un leader progressivement depuis son retour en Russie, de son empoisonnement, son retour en Russie, son emprisonnement, en fait Navalny était devenu cette figure-là qui avait une figure de présidentiable potentiellement rassembleur dans un premier temps. Je voudrais vous faire réagir, Clémentine Fauconnier, à cette citation de Boris Akounine, en exil lui aussi à Londres depuis 2014 et que nous avons reçu il y a quelques semaines à ce micro. Je le cite: un Alexeï Navalny assassiné sera une plus grande menace pour le dictateur qu'un Alexeï Navalny vivant. Le dictateur ne peut plus rien faire contre Navalny. Navalny est mort et il est devenu immortel. Fin de citation. Comment vous analysez, là encore, cette façon d'aborder le sujet du décès d'Alexeï Navalny? Ça reste, ça peut devenir un espoir, en tout cas ça pourrait être converti de la sorte pour un environnement politisé? Alors, je comprends tout à fait que l'on dise ça. Je suis peut-être un peu moins optimiste et un peu plus sceptique. C'est-à-dire que clairement, Navalny était déjà rentré dans l'histoire et je dirais dans le cœur de beaucoup de Russes, notamment au moment de son retour en Russie. Moi, je me souviens très bien de discussions avec des libéraux russes, je dirais plus classiques, c'est-à-dire et qui étaient un petit peu choqués par son style, qui n'étaient pas forcément très, très, très convaincus par le personnage et qui ont été très touchés par la façon héroïque qu'il a eu de revenir en Russie. Donc ça, je pense que Navalny, il avait déjà gagné. Ça a été, voilà, ça vient d'être multiplié par sa mort, mais je ne suis pas certaine
tout à fait qu'il puisse représenter plus maintenant qu'il est mort, parce que notamment, ce qui va manquer, et pour l'instant il n'est pas remplacé, c'était son extraordinaire ingéniosité. C'était toutes les stratégies qu'il mettait en place, c'était la façon qu'il avait d'arriver à fédérer des gens autour de lui, tout ce qu'on a dit en fait depuis le début de cette émission, c'est-à-dire à aller mettre en avant des sujets, à faire sortir des vidéos, et ça, ce n'est pas certain pour l'instant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à concentrer autant de talent, d'énergie, de charisme. Pour l'instant, il y a énormément d'opposants en Russie qui ont énormément de mérite et qui font beaucoup de choses. Il y a une place à prendre, et c'est pas évident qu'on ait quelqu'un qui arrive à cristalliser l'ensemble de ses qualités. Il laisse, Anna Lebedev, un vide important, majeur dans l'opposition russe, en Russie. Je pense qu'il laisse un défi. Alexei Navalny avait réussi à faire quelque chose que très peu d'opposants avaient réussi à faire, en raison notamment des conditions créées par le régime poutinien depuis son installation dans les années 2000 d'accès aux jeux politiques. C'est qu'il avait tenté d'institutionnaliser en fait son action, de créer une organisation, d'avoir des bureaux non seulement à Moscou ou dans la ville où on réside, mais également en fait partout dans les régions, pour avoir des représentants et des équipes qui sont là, d'aller sur le terrain, de parler aux gens. Et je pense que voilà, la difficulté qu'éprouvait déjà l'opposition russe toutes ces dernières années, et qui est aggravée d'ailleurs par le fait que beaucoup de ses représentants sont en exil, c'est la difficulté à institutionnaliser et à se fédérer en fait autour de quelque chose, d'un parti politique, d'un mouvement qui fasse consensus, de quelque chose qui est une structure organisationnelle à l'intérieur du pays et qui arrive à toucher les Russes. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense créer un parti politique d'opposition, ce n'est pas envisageable dans la Russie telle qu'elle fonctionne. L'enjeu est peut-être davantage de parler aux Russes ordinaires via des moyens auxquels ils ont toujours accès, et de ne pas se contenter par ailleurs de parler aux opposants, mais de parler de problèmes du pays en fait aux Russes qui sont a priori pas forcément hostiles à Vladimir Poutine et qui ont du mal à se positionner. Ce discours-là a du mal à être construit pour l'instant, et effectivement, je dirais il y a une dimension générationnelle. Navalny incarnait très bien une Russie plus jeune, plus connectée, avec un langage un peu moins de langue de bois, je dirais. Un humour aussi très singulier. Voilà, un certain humour, une manière de manier les réseaux sociaux. Ces savoir-faire-là seront nécessaires en fait à tout opposant pour pouvoir parler, mais aux Russes ordinaires. Cette année, Clémentine Fauconnier marque également les 50 ans de la parution d'un livre, L'archipel du Goulag, d'Alexandre Solzhenitsyn. On l'a dit, Alexei Navalny est mort dans un ancien camp, dans un ancien goulag. Est-ce que cet archipel est encore un peu une réalité, ou du moins, est-ce qu'il existe encore des reliquats de cet archipel du goulag ? Alors, je connais assez peu la situation des prisons russes, parce que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai réellement travaillé. Ce qui est certain, je dirais, c'est la dynamique du régime de Vladimir Poutine va clairement vers une répression accrue, et qui peut ressembler, je dis bien ressembler, ou faire appel de plus en plus à ce qu'on pensait relever du passé. Tout à l'heure, Anna Lebedev justement parlait du changement des moyens de répression, c'est-à-dire que par exemple le système de Vladimir Poutine, pas Vladimir Poutine tout seul, bien sûr, mais le système de répression du Kremlin, pendant des années, utilisait avant tout les méthodes de poursuite fiscale, financière. Bref, des méthodes indirectes pour faire pression sur les gens. Désormais, on a de plus en plus de motifs idéologiques. On a de plus en plus de peines lourdes, avec une accélération considérable à partir de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, c'est-à-dire des méthodes de répression qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus systématiques, qui touchent de plus en plus les citoyens ordinaires, pour des raisons idéologiques. Donc, et aussi, donc là, il y a eu aussi des cas d'internement en hôpital psychiatrique. C'est pour l'instant très très minoritaire, mais il y a des choses qui peuvent rappeler cette forme de répression. Après, il faut quand même rappeler que il me semble que la Russie de Poutine, par plein d'aspects, est très très différente de l'URSS. Si c'est ça la sous-question qui était derrière votre question, il me semble quand même qu'il y a, ça n'empêche pas que la Russie de Poutine est extrêmement répressive, mais c'est quand même deux mondes qui sont complètement différents, il me semble. Anna Lebedev. Peut-être pour ajouter un peu sur cette question sur l'univers pénitentiaire, il y a eu effectivement un changement majeur qui est intervenu dans les années 90 lorsque l'Union soviétique s'effondre. Et il y a une volonté de réformer le système pénitentiaire en fermant un certain nombre de lieux de détention qui étaient extrêmement nombreux en Russie. On est loin de les avoir tous fermés. Alors il y a la colonie de Navalny, mais vous avez des régions qui sont par exemple des régions de grande concentration de colonies pénitentiaires. Et on pense par exemple à la Bouriatie, qui a été au centre de l'actualité
d'actualité en raison d'un nombre très visible de soldats bourriates sur le front ukrainien, mais c'est aussi, par exemple, une des régions où l'un des principaux employeurs, ça reste l'institution pénitentiaire. Alors, dans les années 90, cette institution s'ouvre à des réformes, avec l'idée qu'il y a besoin d'un contrôle social, qu'il y a besoin d'une certaine transparence, d'un contrôle de respect de la législation par les institutions pénitentiaires. Il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et qui progressivement en fait ont été démantelés petit à petit sous les décennies poutiniennes. Et ces dernières années, effectivement, on est revenu à des types de pratiques en fait qui sont proches des zones de non-droit qu'il y avait à l'époque soviétique, c'est-à-dire des lieux violents, sans regard extérieur, avec un grand arbitraire, avec une pratique systématique de la torture et un risque vital pour le prisonnier. Alexeï Navalny est mort à l'âge de 47 ans. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin nous éclairer sur ce sujet. Clémentine Fauconnier, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Haute-Alsace et chercheuse au laboratoire SAGE. Anna Colin-Lebedev, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Merci. Il est 8h43.